À moto, la sécurité, c'est primordial, comme la grenadine dans le Diabolo. Voilà, c'est une super intro de compète. Non, je veux qu'on parle de sécurité, Tom. Oui. En MotoGP, il y a une grosse évolution. Tiens, l'exemple, c'est que j'ai un... Parce que, en fait, je suis expert canapé, mais je peux tomber du canapé et ça peut se déclencher. Donc, je fais attention à ça. Ouais. Mais ça, c'est un gilet airbag. Oui. Voilà. Et grosse évolution déjà en sécurité pour les pilotes. Beaucoup moins de blessures comme la clavicule, les choses comme ça. Effectivement, donc là, depuis 2018, donc depuis l'année dernière, l'airbag est obligatoire en Grand Prix, donc dans les trois catégories. Donc chaque pilote est équipé d'un airbag. Donc on a deux grands constructeurs qui sont Alpine Star et Denez, mais il y a d'autres constructeurs comme InEmotion pour Tout Ixon. à fait. Mais et ensuite d'autres équipementiers cuir qui s'associent comme, je crois que c'est Furigan avec Denez. Et maintenant, InEmotion. J'ai Ah appris ouais, ça, c'est vrai. mais pas en Grand Prix, enfin D'accord. sur la route. Parce que bien sûr, il y a un lien entre la route et le Bien sûr. MotoGP. Donc après, Voilà. tu m'apprends quelque chose. Mais non, parce que c'est un copain du lycée, voilà. On va dire les choses, hein. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Hein. C'est un copain du lycée qui a. Non, mais voilà, donc, du coup ça aide forcément pour les infos. Donc ouais, effectivement, une grosse évolution de l'airbag. Donc c'est arrivé début 2000. Ouais. Donc si vous vous souvenez à l'époque, je sais Avec pas le si papier bulle. avec le papier bulle juste sur la tête. Mais à l'époque, l'airbag était à l'extérieur. Donc c'est bien que tu le mentionnes parce que l'airbag était à l'extérieur quand on regardait des Tu images. m'en as parlé et je m'en souvenais pas. Bah, si on regarde des images parce que je crois que Marco Simoncelli était crash tester pour Denez et on voyait des images de lui en train de tomber avec l'airbag qui était à l'extérieur, donc autour du cou, autour de la clavicule, tout ça. Et du coup, pour des raisons évidentes, mettre l'airbag à l'extérieur, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pour les sponsors aussi. Pour les sponsors, et puis surtout, je veux dire, quand on tombe, il y a quand même du frottement. Bien sûr. Voilà. Donc la grosse particularité de l'airbag, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'il se gonfle. Il se gonfle, il se déploie. Mais contrairement à un airbag de voiture qui se déploie au moment de l'impact, c'est plutôt là et avoir un algorithme qui le déclenche avant même que l'impact ait lieu. Donc on a deux types de chutes principalement. Donc on a le high side. Qui est quoi? Attention. Vas-y, je t'explique. Quiz. Vas-y, explique. Vas-y. Le high side, non. Alors attends, tu vas faire la suite parce que non, le high side c'est quand tu glisses de l'arrière, il y a une compression avec l'amortisseur et qui fait que toi, tu t'envoles dans les étoiles. Tu es Thomas Pesquet derrière. Exactement, tu te retrouves éjecté. Et le pendant, c'est quoi? C'est l'autre. Low side. Le low side. Le lows. Some low side. C'est ça en fait. Non, le low side. Le low side, ouais. Donc et là, qui est perte de l'avant. Plus une perte de l'avant ou voilà, juste une glissade et donc voilà. Donc dans le cas d'un high side, effectivement, donc c'est plus facile. Enfin, c'est facile de détecter qu'il y a une force, il y a des accéléromètres dans le gilet, enfin dans la combinaison qui permettent de détecter qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Et donc du coup, l'airbag se met en route et donc ça évite au moment de l'impact de se casser la clavicule ou autre. Voilà. Donc au niveau des autres évolutions, on a des équipementiers qui maintenant commencent à travailler. Donc il y a la clavicule, certes, mais aussi protection de la cage thoracique. Je crois même un petit peu plus bas aussi. Donc du coup, maintenant, l'airbag commence à protéger de plus en plus le corps. Donc après, maintenant, ce qui pêche le plus, c'est plus les extrémités des membres. Donc on a les mains qui prennent, les mains, il y a beaucoup de blessures à chaque fois des pilotes. Puis en plus, on sait que c'est hyper compliqué tout ce qui est fracture. Exactement, parce que c'est très peu irrigué, c'est ça. Donc il serait très long à se remettre. Donc effectivement, c'est doctissimo. C'est clair. Mais c'est vrai qu'au niveau des extrémités, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc juste une petite parenthèse, j'avais discuté avec un ingénieur de chez Denez qui m'avait dit que justement, si on regarde les bottes chez Denez, elles sont petites parce que le cuir descend beaucoup. Le cuir descend beaucoup sur la jambe et les bottes sont très petites. En fait, c'est le cuir qui passe par-dessus. Comment on dit, c'est pas sur bottes, mais je sais plus comment on explique. C'est qu'il y a des pilotes comme Rossi, en fait, on voit pas ses bottes. En fait, les bottes, le cuir passe par-dessus. C'est ça. Alors, en fait, l'idée. Au niveau du style, je trouve ça moins joli, mais c'est qu'un avis personnel. L'idée, c'est qu'en fait, la botte est moins grosse, moins lourde, et donc au moment d'un impact, il y a moins de force appliquée sur le membre. Donc forcément, un potentiel moins élevé de fracture. Bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais c'est pour dire que les équipementiers travaillent dans des directions différentes pour assurer la sécurité des pilotes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que malgré le nombre croissant de chutes, on a de moins en moins de blessures, et heureusement. Petit détail dont tu me parlais, pour terminer sur l'airbag, après on va passer sur le casque, c'est que Marquez sait qu'il a aussi cet équipement-là et que ça lui permet d'aller chercher la limite aux essais.
c'est ça. Exactement. À Marquez, après, l'avantage qu'il a, entre guillemets, c'est que c'est un pilote qui sollicite énormément l'avant. Donc, il a plus tendance à partir en low side qu'en high side. Donc, effectivement, c'est moins risqué de tomber de l'avant. Mais c'est vrai que, comme il le disait récemment dans une interview, s'il faut tomber 20 fois pour trouver la limite de la moto, il faut être prêt à tomber 20 fois de sa moto. Donc, lui, c'est sa force. Cette année, il tombe beaucoup moins. Mais la saison précédente, c'était des records de chute à chaque fois. Et malgré le nombre de chutes, on note il y a très peu de blessures. On sait que l'épaule a souvent pris, et donc c'est pour ça qu'il s'est fait opérer en début de saison, enfin avant le début de la saison, mais maintenant tout va bien pour lui, et heureusement. Donc c'est vrai qu'un équipement approprié. Et un dernier détail, c'est qu'avec le traction control, tu as moins de high side aussi. Voilà, c'était juste pour. Bien sûr, l'électronique a joué énormément. Après, on le voit, juste pour la petite anecdote, Aragon 2013 avec Marquez qui coupe, qui a Marquez qui tape dans la roue arrière de Pedrosa, qui coupe le capteur de traction control. La réaction, c'est instantané. C'est là, sur la lune, exactement. Le pauvre, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, mais du coup, c'est instantané. Donc, après un équipement, on a aussi le casque, très important. Il y a la FIM a imposé une nouvelle norme, c'est ça ? Ouais, une nouvelle norme, une norme à elle qui, bien sûr, qui concentre les forces de chacun des constructeurs, des autres normes aussi européennes et autres, SNEL, normes européennes, enfin bref, voilà. Donc cette norme-là, l'avantage, le but derrière tout ça, c'est de permettre d'assurer entre guillemets d'avoir que tout le monde, tous les casques qui sont utilisés dans des championnats dispensés par la FIM, des casques homologués pas en trottinette dans Paris, quoi. Voilà. Ok, c'est pas le même délire. Mais qui correspondent bien à des casques, qui assurent la sécurité. Ok. Donc effectivement, ça a été mis en application cette saison, donc en début de saison, et donc avec. Ça a mis du temps. On a vu des pilotes qui n'avaient pas forcément le casque. Exactement, parce qu'il y a certains constructeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme s'applique sur les tailles, donc sur le modèle du casque, bien évidemment, mais c'est aussi sur les tailles. Donc on peut avoir des casques qui sont homologués en SM, qui pas L. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et donc effectivement, on a pu avoir. Comme dans les soldes où tu cherches. C'est clair, c'est souvent les tailles standards que tu n'as pas. Il n'y a pas ma taille. Mais c'est vrai que ça a été compliqué en début de saison. On a pu voir des pilotes qui roulaient avec des casques noirs de constructeurs, d'équipementiers différents, ou alors même pire entre guillemets, des casques estampillés avec un constructeur différent, avec le nom d'un équipementier différent. Mais avec un modèle dégriffé, quoi. Donc ça, c'était déjà pratiqué par le passé. On se souvient qu'il y a certains pilotes qui roulaient avec des casques qui n'étaient pas du tout ceux qui étaient affichés. Sauf qu'il y avait le sticker, pas le sticker, mais la peinture. Exactement. Okay. Mais bon, après, il y a quelques difficultés. Si on prend Dovizioso, je crois qu'aujourd'hui, même si son casque c'est un Suomi, je crois qu'il roule avec un Shoei, à confirmer. Attention, là encore enquête exclusive. Au début, révélation. Au début, c'était le cas. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il faudra revérifier. Mais voilà. Je voudrais qu'on termine sur les circuits. Forcément, il y a eu beaucoup d'évolutions, les dégagements. Il y a eu l'accident de Louis Salom avec ce problème de dégagement. Mais il y a eu quand même, il faut le dire, une grosse évolution là-dessus. Ouais. Alors après, la force aujourd'hui des Grands Prix, c'est aussi la commission de sécurité qui a lieu à chaque vendredi soir à 17h avec tous les pilotes. Et c'est vrai que c'est les pilotes, les principaux concernés qui discutent de la sécurité. Qui expliquent, là on a observé ça, il faudrait améliorer ça. Donc c'est sûr, parce que comme ils ont roulé déjà une journée, ils sont capables de dire sur le Grand Prix en cours, mais ils sont aussi capables de revenir sur le Grand Prix précédent pour dire, pendant la course, j'ai remarqué ça, il faudrait peut-être changer. Il y a un supporter qui jetait des fumigènes. Non, mais voilà, les fumigènes, typiquement, on sait que c'est un problème. C'est un problème, et donc sur des grands prix comme Saint-Marin, c'est quand même la visibilité est quand même vachement réduite, c'est quand même très dangereux. En tout cas, les feux anti-brouillard. C'est quand même perturbant. Je veux dire, quand t'es à fond, ça doit quand même être assez impressionnant. Et nous, quand on roule dans Paris, quand il y a du brouillard, on dit rien. Non, je rigole. C'est le mec qui roule là, dit ça. La pollution, ça. mais voilà. Donc après, tout ce qui est dégagement. Il y a une réaction beaucoup plus rapide des organisateurs, des promoteurs pour améliorer d'une saison à l'autre la qualité de la sécurité. L'asphalte aussi, Silverstone. En Grande-Bretagne, là on voit que les pilotes, avec ce qui s'est passé avec Rabat, ce qui s'est passé avec... après, derrière il y a eu l'annulation du Grand Prix.
des courses le dimanche, et donc ça c'est quelque chose qui peut pas... En fait, on a beaucoup critiqué sur le moment, mais ça aurait été, il y a, je sais pas, 10 ans avant, 20 ans avant, ça aurait été complètement différent, ça aurait été pire. Donc on est d'accord qu'il y a une grosse amélioration là-dessus. C'est ça. Maintenant, à l'époque, on se souvient qu'il y avait des pilotes qui faisaient grève. Ils n'hésitaient pas à faire grève parce que pour protester contre des conditions de sécurité, et donc on se retrouvait avec 3 pilotes. C'est une bêtise, avec 3 pilotes qui roulaient, et donc avec des vainqueurs qui étaient complètement... Tu es champion du monde. Comment t'as fait? Je vais t'expliquer. C'est exactement ça. Donc il y a certains épisodes, moi, pour ne pas en citer, mais voilà, de pilotes qui ont gagné parce que les pilotes ont fait grève et qui se sont retrouvés champions du monde. Donc ça sera un autre sujet. mais ouais, donc une grosse progression par rapport à ça. Il y a de plus en plus de grands prix, donc les corps des pilotes sont de plus en plus sollicités. Et maintenant, on n'a plus à faire. C'est très rare maintenant d'avoir un pilote qui se blesse et qui du coup manque toute une partie de la saison. Bon, il y a la malchance de Lorenzo cette saison, il y a eu Rabat la saison dernière, mais les cas maintenant se comptent sur les doigts. Après, on sait que ça reste un sport qui reste quand même dangereux. Ce n'est pas c'est pas un sport le cerf-volant. Non, j'ai cherché quelque chose là. Le curling, mais voilà, le curling. On peut se faire mal, mais voilà, c'est pas pareil. On est d'accord. Non, mais le risque zéro, comme on dit, n'existe pas, et c'est vrai que en une fraction de seconde, il peut se passer quelque chose de totalement improbable avec les circonstances derrière qui peuvent être terribles. Donc, je veux dire, la chute de Salom, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu envisager. Celle de Simoncelli, de Tomizawa, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Donc, voilà, c'est un sport à risque. Mais il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès, et fort heureusement, et ça continue. Les équipementiers continuent de progresser, que ce soit sur le poids des combinaisons, les airbags qui se déclenchent de façon plus intelligente. Voilà. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Bon, c'est positif. Je te propose qu'on enfile 2 gilets airbags, on va faire un saut élastique sans élastique et on va voir si ça se déclenche. Pas de souci. C'est chaud. Bon, je vais quand même vérifier l'algorithme. Bon, merci à tous. Allez, ciao, bisous.